Tu sais que Tinder, je pense qu'il a fait 1,6 billion de dollars revenus last year. Tinder est la troisième application plus profitable après TikTok et YouTube. Si ton business model est que tu dois avoir quoi? Monthly active users, OK, qui payent. OK, pourquoi tu payes? La plupart des gens qui payent sur l'application dating sont des hommes. Tu payes pour augmenter tes chances pour pouvoir connecter avec des gens. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute. Bonjour Denis. Bonjour. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de m'accueillir ici au sein des locaux de FICA. Merci Paul. Je suis très contente d'être ici, d'avoir cette opportunité. Super. Pour commencer cet épisode, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais actuellement et également d'où tu viens, tes origines. D'accord. Je m'appelle Denise, 33 ans. Moi, je suis suédoise, mais j'étais adoptée du Vietnam quand j'avais 3 semaines. Ok. Oui, moi, j'ai mon entreprise qui s'appelle FICA. C'est une social connection platform. Donc, moi, j'étais née au Vietnam quand j'avais 1 semaine. 1 mois, mes parents suédois sont venus au Vietnam. J'ai grandi en Suède. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait service militaire. J'ai étudié russe pendant 1 an. Après ça, j'ai déménagé en Russie, à Moscou. Ouais. Travaillé là-bas pendant 1 an et demi dans l'ambassade de la Suède. Après ça, j'ai habité un peu en Chine, Thaïlande, Vietnam. Rentré en Suède pour faire mes études. Depuis 2018, je suis ici au Vietnam. Super. Oui, c'est moi. Génial. Bah écoute, on va y revenir au fur et à mesure de cet épisode. Déjà, je te remercie de t'exprimer en français aujourd'hui pour nos auditeurs, parce que je vais préciser une chose qui est assez particulière, c'est que tu es polyglotte, tu parles 6 langues, donc le français n'est pas du tout ta langue maternelle. Non, ouais. C'est le suédois, l'anglais, tu t'exprimes très bien, tu l'as dit en russe également, en chinois, en vietnamien, et tu as également appris le français. Comment tu as appris le français ? Juste en Suède, quand nous avons 12 ans, il faut choisir entre espagnol, français et Allemagne. Ouais. Et moi, j'ai choisi français. Et donc, c'était la première langue que tu avais choisie, c'était l'anglais. Et ensuite, c'était ta deuxième langue, c'est ça ? Ouais, mon deuxième langue, ouais. D'accord, ok. Et après ça, juste entre 12 et 19 ans, j'étudiais 2 fois par semaine. Ok. Ouais. Impressionnant. T'as un niveau de français déjà impressionnant. Je pense pas que mon niveau d'espagnol LV2 soit aussi bon que ton français. Okay. Donc, super. On va s'intéresser dans un premier temps à la Russie. Tu parles de la Suède, la Russie. Tu as appris à parler le russe et tu as commencé à travailler en tant qu'interprète à l'ambassade de Suède à Moscou. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà cette première expérience et comment t'es venu l'apprentissage du russe et cette opportunité? Oui. Moi, je suis une personne qui veut bien changer des choses si je peux. Et c'est pour ça que j'ai voulu devenir diplomate quand j'avais 17 ans. Et je savais qu'il y a un truc qui s'appelle Military Interpreter Academy. Donc, moi, je n'étais pas une personne qui a vraiment voulu « Oh, je veux faire service militaire ». Mais j'avais la chance, j'ai un mentor dans mon high school. Et il a fait cette service militaire. Et après ça, il a travaillé dans l'ambassade de Suède, dans Moscou. Oui, j'ai juste pensé que ça, c'est mon chance pour devenir diplomate. J'ai fait ce service militaire, j'étudie russe. Et puis ça, après ça, je peux travailler dans une ambassade. Donc, ça, je faisais quand j'avais 19 ans. Donc ça, c'était le service militaire suédois, c'est ça? Et ensuite, qui te donnait l'opportunité d'aller à l'ambassade de Suède à Moscou? Oui, exactement. Ok. Donc, c'était en Suède. Je l'ai fait quand j'avais 19 ans. On a commencé avec Basic Military Training. Juste dans le forêt, dormir juste 3 heures par nuit pendant 2 mois. C'était très difficile. Après ça, c'était difficile, mais dans un autre côté, on a eu environ 500 mots chaque semaine. Ok. Et aussi grammaire. Et avant ça, j'étudiais français, comme j'ai dit.
Et je pense même maintenant, je pense que le grammaire français est très difficile, mais en comparaison avec le grammaire en russe, c'est pas trop. Et chaque semaine, on a 500 mots, encore nouvelle grammaire. Et chaque vendredi, on a un examen. Il fallait qu'on ait plus que 97%. Sinon, il fallait partir. Ah oui. Ouais. Okay. Et c'est pour ça que je le fais. Après, je le fais pendant 13 mois. Et oui, si tu le fais, si tu n'es pas forcé à quitter l'ambassade de Suède à Moscou. De faire travailler. Impressionnant. Donc, c'est vraiment service militaire où tu as perfectionné ton russe et en plus, c'est un environnement militaire que tu viens de raconter avec les camps, etc. Et après ça, c'est là où tu pars 1 an à Moscou travailler en tant qu'interprète pour l'ambassade de Suède, du coup. Oui, exactement. Okay. Oui. Tu fais ces expériences en Russie. Déjà, quand tu arrives en Russie, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Ouais, c'était assez cool parce que quand j'ai fait ce russe militaire, c'était juste 13 mois ou 11 mois en tout cas, juste étudier russe. Tu n'as pas une vie sociale. Et après, tu es assez jeune. Moi, j'avais juste 20 ans quand je suis déménagée en Russie, à Moscou. Oui. Et tu peux juste tu peux utiliser les langues que tu as juste appris. Parce qu'avant ça, je ne savais pas un mot. Mais ouais, c'était vraiment une cool expérience. Quelque chose qui était un peu spécial, c'était que la Suède déjà est un pays assez égal entre hommes et femmes. Tout à fait. Avec des rôles. Et surtout quand tu fais service militaire, il faut que tu es vraiment comme un garçon avec des autres garçons. On était 30% femmes en tout cas. Donc c'était pas trop bas, mais en tout cas. Okay. Et aussi quand je suis arrivée en Russie, parce qu'ils sont des rôles très, très clairs comme ça, pas exactement le même entre les femmes et les hommes. Et c'est juste un assez grand choc culturel, je dirais. Juste apprendre, c'est comment d'être plus féminine. Ouais, ok. Juste, c'était différent et cool. Ok, donc ça, c'est cette expérience en Russie. Ensuite, tu vas partir en Chine, ce que tu dis. Comment est-ce que ça se fait le déroulé à l'issue de ton expérience à l'ambassade de Suède à Moscou? Comment ça se passe? Tu rentres en Suède, tu fais une business school, une école de commerce, et après tu partiras à l'international. Non, en fait, quand j'étais à Moscou, j'avais 22 ans. Je ne savais pas beaucoup de choses de mes parents vietnamiens, mais je savais que ma mère vietnamienne, elle avait 22 ans quand elle m'a environ 22 ans. D'accord. Et toute ma vie, je pensais qu'elle était très, très vieille. Mais quand moi, j'avais 22 ans, j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas trop vieille. Et je pensais, en fait, que je ne suis jamais allée en Vietnam. Peut-être c'est le temps pour moi juste aller regarder c'est comment. Et pour moi, c'est pas comme je vraiment manquais quelque chose. C'est juste que, en fait, ma mère, suédoise, elle est morte quand j'avais 9 ans. D'accord. Et c'est juste quelque chose que je me sentais un peu différent. Je pensais que dans un pays très loin, Vietnam, c'est comme tout le monde, parce que je pense que surtout quand tu es jeune, tu veux juste être comme tout le monde. Mm-hmm. Et je pensais que oui, il pourrait être cool à juste trouver des parents vietnamiens. Et c'est pour ça, quand j'avais 22 ans, je pensais, OK, maintenant je peux parler russe, suédois, anglais, un peu français. Je ne suis pas sûre que je vais devenir diplomate parce que moi, je voulais vraiment changer le monde. Comment j'avais 22 ans, je travaillais dans l'ambassade de Suède. Je pensais que peut-être ce n'est pas exactement comme ça que je peux changer le monde. Je pensais que même si je fais business ou si je veux devenir diplomate, c'est toujours bien de pouvoir parler chinois. Et c'est pour ça que je pensais que, OK, d'abord, je veux voyager un peu au Vietnam, Laos, Cambodge, etc. Et c'était, en fait, quand j'étais à Hanoï, que je demandais, je suis allée à l'hôpital où j'étais née, je demandais, vous avez des informations sur moi? Rien du tout. Ils ont dit que si tu es vraiment sérieux, si tu veux vraiment trouver des parents vietnamiens, il faut que tu sois ici un peu plus longtemps. Et je pensais que, OK, d'accord, peut-être je peux apprendre chinois, je peux l'étudier dans un endroit qui n'est pas très loin du Vietnam. Je peux rentrer aussi pour rechercher. Et c'est pour ça, quand j'ai fait mon backpacking et quand j'étais au Cambodge, j'ai juste Google Warm Place, No Foreigners, Study Mandarin. Et j'ai trouvé cet endroit qui s'appelle Nanning.
3 heures de border vietnamien-chinois. Okay. J'ai juste décidé que, OK, je vais le faire. Je vais juste apprendre le chinois. Je vais faire exactement le même style que j'ai fait quand j'ai fait service militaire. Donc, je suis juste rentrée en 2 semaines pour faire mon visa, pour aller en Chine. Après ça, je suis partie. Donc là, tu es parti en Chine. En fait, là, on est en 2013, c'est ça? Oui, exactement. Tu pars en Chine et là, tu vas apprendre le chinois pendant 2 ans, de 2013 à 2015? Oui, 1 an et demi, oui. OK. Exactement, c'est ça que je l'ai fait avant ça que j'ai commencé mes études. En fait, j'ai étudié chinois dans une université en Chine. Mais ça, c'est quelque chose qui est... Je me rappelle que, parce que j'ai déjà fait service militaire, j'ai déjà travaillé en Moscou, et mes copines, mes amis ont déjà commencé ces études. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour moi parce que je voulais pas que des gens vont penser « Oh, Denise, elle est complètement crazy, elle est juste voyagée, elle va jamais commencer à étudier. » Mais j'ai juste pensé que maintenant, je suis assez jeune. Et si je veux, moi, j'aime bien d'efficacer mon temps. Et je voulais vraiment juste apprendre quelque chose et en même temps aussi pouvoir voyager parce que je pensais que maintenant, avant ça, que j'ai 25 ans, c'était plus facile pour moi d'apprendre une nouvelle langue. Aussi, voyager, je veux voir des choses avec des yeux qui sont un peu plus jeunes. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai tout fait avant ça, que j'avais 25 ans. T'étais où en Chine? Nanning. OK. Et alors, qu'est-ce qui t'interpelle quand tu arrives en Chine par rapport à la Russie, la Suède? J'ai choisi Nanning parce qu'il n'y avait pas d'étrangers. Ouais. Parce que j'ai compris si j'habitais à Shanghai ou Beijing, je vais juste parler anglais. Oui, c'est très différent. Tout était écrit en chinois. Moi, je ne pouvais pas parler chinois du tout. Je savais juste ni hao, comme ça. Ouais, c'était juste... c'est très spécial parce que moi, je suis asiatique. Et en fait, j'ai rencontré le premier Vietnamien que j'ai rencontré, c'est quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai vraiment grandi sans des Asiatiques dans ma vie. Oui, t'étais en Suède, bien sûr. Ouais. Mais en Chine, j'étais comme tout le monde. Mes classmates, ils étaient vietnamiens, de Laos, Cambodge, etc. Oui, bien sûr, c'était très intéressant pour moi parce que j'étais dans une classe avec des Vietnamiens à mon âge. C'était vraiment comme j'étais née en Vietnam, après je suis Suède, et après, ouais, donc c'est très spécial pour moi. Oui, OK. Et l'apprentissage du chinois, tu parlais de la difficulté de la grammaire russe, française. Comment ça se passe, ton apprentissage du chinois? Quand j'étudiais russe, ouais, c'est russe, je pensais que je peux jamais pouvoir parler russe comme ça parce que c'est juste trop difficile avec la grammaire. Mais après, j'habitais en Russie pendant 1 an et demi, donc ouais, je peux parler sans accent très bien, tout ça. Chinois est très différent parce qu'il n'y a presque aucune grammaire. C'est une langue très facile à apprendre comme ça, mais ça qui prend du temps, c'est juste à écrire et lire parce que tu dois vraiment te rappeler c'est comment écrire cette caractère, etc. Et c'est pour ça que moi, j'avais déjà une vision très mal, mais il est devenu encore pire quand j'étais en Chine. Parce que j'aurais dû vraiment chaque jour écrire. Et quelque chose d'autre qui était un peu frustrant, c'était que parfois, tu sais comment dire quelque chose, tu sais comment l'écrire et tout ça, mais ta voix ne peut pas le dire correctement. Et des gens ne vont pas te comprendre. C'est les intonations qui changent et qui font que, en fait, juste un accent change totalement le mot quand tu le prononces, en fait. Mais c'est pour ça m'a pris 3 mois. Après 3 mois, je pouvais parler avec des gens. Mais c'était vraiment parce que mes classmates, ils ne parlaient pas anglais. C'était ça mon plan. C'était très difficile au début, mais ça aide beaucoup. Et aussi, bien sûr, parce que moi, je suis asiatique. Parce que je pense que si tu es peut-être pas asiatique, que des gens, ils vont peut-être vouloir parler anglais avec toi ou peut-être les locaux vont penser que non, mais c'est pas possible que cette personne peut parler chinois, par exemple. Mais parce que moi, je suis un peu chinoise, je pouvais vraiment pratiquer. Et c'est pour ça, avec l'intonation aussi, avec le vietnamien, c'est juste pratiquer. Et oui, après quelques temps, ça devient mieux. OK. Là, on est en 2015, donc quand tu termines tes études de chinois, et après tu rentres en Suède pour faire du coup la Stockholm School of Economics.
Oui. de 2015 à 2018, c'est ça? Entre 2 semestres en Chine, j'habitais en Thaïlande aussi OK, pour faire boxe thaï. J'ai commencé avec ça après mon service militaire. d'accord. J'ai juste déménagé. Ouais, j'ai habité en Thaïlande pendant 3 mois. J'ai fait boxe thaï 2 fois par jour. Après 2 mois, j'ai une fight, mon premier fight. Et je l'ai gagné contre une combatrice qui avait plus Combattante, ouais. Très bien. qui avait plus que 50 fights Ah ouais, dans le 2e round. OK. Et avec ça, je vais juste dire que je pense que oui, c'est juste toi qui décides de ta vie. Et moi, je voulais vraiment juste. C'est ça comme je vis ma vie un peu. C'est pas comme OK, j'ai aucune expérience. Je suis OK, like, hit me, comme ça. Bien sûr, hein, j'ai fait mon meilleur. Mais ouais, je pense que la vie est juste comme ça. Maintenant, pendant très longtemps, j'avais juste un combat, un gagné, un win, un knockout. Mais ça, j'ai fait ça aussi. Gagné, Donc, OK. ouais. Et après, en 2015, en fait, quand j'ai fini mes études en Chine, j'ai déménagé au Haiphong, c'est au nord du Vietnam. Maintenant, des gens pensent que je suis née au Haiphong, mais c'est pas comme ça. J'avais une amie qui était de Haiphong. Haiphong, c'est un endroit qui est très local, Oui. pas du tout comme la vie maintenant à Ho Chi Minh. Oui. C'était ça qui m'intéressait beaucoup. J'ai enseigné un peu anglais, j'ai appris un peu vietnamien. C'était juste très intéressant pour moi, juste comprendre plus de la culture vietnamienne. Et j'ai aussi essayé un peu trouver mes parents vietnamiens sans résultat. J'ai habité à Haiphong pendant 8 mois. Et après, juste un jour avant ça, que j'ai commencé mes études à Stockholm, ouais, je suis rentrée en Suède. OK. Ouais. Donc là, en fait, tu es dans une recherche permanente, comme tu dis, de tes parents biologiques. Et donc, tu fais ces études à Stockholm de 2015 à 2018. Et à la fin de tes études, c'est là où tu vas faire le choix de radicalement changer de vie et de lieu. Et là, de revenir, si je puis dire, au Vietnam. Ouais, j'ai commencé mes études assez tard. Quand j'avais 24 ans, j'étais cette old person. Ouais. Mais ouais, j'étais déjà presque une adulte quand j'avais 24 ans. J'ai fait un stage. J'ai vraiment, c'est 3 ans quand j'ai fait mes études parce que je pense que moi, je pense que c'est bien d'avoir une éducation. Pour moi, c'était en tout cas important parce que la plupart de ma 20s, j'ai passé pas en Suède. Et j'ai senti que si je rentre pas maintenant, je vais rater juste tout dans la vie de mes amis, etc. Mais ces 3 ans, parce que j'ai déjà build up mon CV, et j'avais des amis qui avaient mon âge, qui ont déjà commencé à travailler, investment banking, consultant en stratégie, etc. Et je pense que si tu as 19 ans, si tu commences à étudier, c'est cette hype. M&A, oh, tu dois travailler là-bas, là-bas, là-bas. Mais je pouvais vraiment demander à mes amis que c'est comment M&A, c'est quoi ça, management consulting, etc. J'avais vraiment le temps à juste réfléchir sur ça que j'ai voulu faire. J'ai fait des stages investment banking, bien sûr, management consulting. J'ai fait un stage dans une entreprise suédoise à Tunisie aussi. C'était très intéressant. Et j'ai vraiment juste essayé juste avoir like good grades enough et aussi pouvoir faire beaucoup de stages. Et j'ai contacté une personne, il s'appelle Eric. Il avait une entreprise ici au Vietnam. J'ai lu de lui dans un journal, like, business journal, Young Super Talents of Sweden. Il a fait son entreprise e-commerce au Vietnam. Et je l'ai contacté sur LinkedIn et j'ai écrit juste que je voudrais bien faire un stage chez toi. Après, on avait un call. Après, il a dit OK, ça marche. Et pendant mon 2e année, j'ai fait un stage au Vietnam. C'était en 2016. OK. Et c'était pendant cette stage que j'ai. Parce que ce moment-là, c'était important, mais pas le plus important de trouver mes parents vietnamiens. Parce que j'ai déjà essayé, moi au plus, pendant 3 ans. Et j'étais vraiment intéressée au Vietnam parce que j'ai juste regardé le pays plus avec des yeux comme OK, business, increasing middle class, etc. Mais c'était quand j'ai fait ce stage en 2016 que des gens sur mon stage ont dit que pourquoi tu ne poses pas sur Facebook que tu cherches de tes parents vietnamiens. Et je l'ai fait. Ça a pris 18 jours. Le post est devenu, it went viral. Il était partagé de plusieurs mondes, strangers, médias, podcasts, TV, etc. Juste après 18 jours après ça que j'ai posté, ma mère vietnamienne, elle a lu de moi dans Thanh Nien, c'est un newspaper ici au Vietnam. Oui,
dans cette... ça, c'était très cool. C'était comme une box ticking dans ma vie. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as retrouvé du coup ta mère biologique? Oui, elle a lu de moi, elle m'a appelé. Et moi, je ne pouvais pas parler vietnamien à ce temps-là, juste un peu. Oui. Mais j'ai compris qu'elle a dit que c'est « Oh, moi, je suis ta mère ». C'était juste un sentiment un peu bizarre, bien sûr, parce que je pense toute ma vie, je pensais que ça va être comment, etc. Et je regardais des programmes sur TV de « Oh, il pleut ». Mais elle m'a appelé après, elle a déjà acheté des billets d'avion pour aller au Ho Chi Minh parce qu'elle habite à Hanoï. Le jour après, c'était le 23 décembre en 2016. Elle est venue. Oui, c'était très... Émouvant? Oui, c'était un peu spécial, oui. Émouvant. J'ai toujours pensé que peut-être une mère vietnamienne, elle allait comme moi, mais un peu plus vieille. Mais je pense que si je la passerais dans la rue, je pense pas que je sais pas, ah, wow, c'est ma mère vietnamienne. Mais c'est très cool. J'ai compris que on a parlé, ma copine m'a aidé à parler vietnamien. J'ai compris que moi, je suis gauchère. Elle est aussi gauchère, ma mère vietnamienne. Apparemment, mon père vietnamien, qui je vais le trouver plus tard quand j'ai le temps, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais elle m'a rencontré qu'il parle russe, il parle japonais, anglais et vietnamien. Okay. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a vraiment complété ma vie, je pense. Donc là, on est en 2016. Tu vas finir tes études en 2018 et c'est là où tu rentres. Tu finis tes études en 2018 et c'est là où tu vas décider de venir vivre au Vietnam avec des premières expériences dans le monde de la cosmétique. Oui, exactement. J'ai fait un stage à Tunisie avec cette entreprise qui s'appelle Oriflamme. C'est une boîte suédoise. Elle existe dans 63 pays. Moi, je juste pensais vraiment que moi, j'aime bien Oriflame parce que c'est une entreprise très entrepreneuriale. J'ai fait comme un Managing Director Program. Ça veut dire dans l'avenir, je pouvais devenir le PDG d'un marché. Et j'ai pensé que, OK, j'aime bien Oriflame. Je pense que c'est très important quand si tu es jeune, si tu te demandes où je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire. J'ai toujours regardé beaucoup sur des gens qui sont plus âgés, seniors que moi. Poser moi-même la question, is this people that I think are cool? Or like, je voudrais bien avoir sa vie, etc. J'ai pensé qu'Oriflamme était une entreprise où je pouvais apprendre beaucoup. Mais j'ai pensé aussi que, parce qu'en fait, pour être complètement honnête, j'ai demandé aussi à mon ancien PDG ici, Eric, j'ai demandé à lui, j'ai dit juste que Vietnam m'intéresse beaucoup. Peut-être je peux juste déménager au Vietnam pour juste figure it out. Mais il a dit que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais c'est bien si tu viens ici avec une entreprise, après tu peux voir. Peut-être tu veux continuer avec cette entreprise et peut-être tu vas faire quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je pensais que, OK, j'aime bien Oriflame, je veux bien faire mon propre entreprise en Vietnam dans l'avenir. Parce qu'après ça que j'ai trouvé ma mère vietnamienne, je pensais que, wow, c'est très cool. Pourquoi on n'a pas quelque chose qui peut nous connecter un peu mieux? Et je pensais juste que je veux créer quelque chose. Je veux collecter beaucoup de data sur des gens. Après, je voudrais bien juste individualize, like a matchmaking process. Pas juste pour relation. Faire rencontrer les gens, ouais. Exactement. Et c'est pour ça que je pensais, OK, c'est bien monter son entreprise tech. Chine, Ukraine, Vietnam avec des développeurs. Et je pensais que, wow, que moi, je peux vraiment cibler 100% sur mon ancien travail, faire mon meilleur. Je vais apprendre vietnamien et après, je vais juste save beaucoup mon salaire. Après ça, je vais avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire mon start-up. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc, tu travailles chez Oriflamme, tu commences business developer au Vietnam, tu vas monter jusqu'à devenir country sales manager au Vietnam pour Oriflamme. Et c'est en 2021, après 3 ans passés chez Oriflamme, où là, tu fais le pas de créer Fika. Oui. Avec cette idée de connecter les gens suite à la rencontre avec ta mère. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que fait Fika aujourd'hui, quelle a été la genèse du projet? Oui, on a commencé comme une application dating, on peut dire.
mais c'est pas pour des femmes, mais c'est female focused. Ça veut dire que juste, c'est important pour moi, c'est encore important pour moi à faire des femmes sentir que c'est pas... elles ne doivent pas sentir que c'est pas d'accord d'être une application dating ou social connection. Donc, on a juste commencé comme ça. Et moi, j'étais first time founder, mon ancien co-founder aussi, first time founder. C'était juste très naïf, je pense. Mais, première aventure entrepreneuriale. Oui, exactement. Je pensais juste que, parce que je savais d'une application qui s'appelle Tantan. Elle était faite, c'est une application dating en Chine. Elle était faite de personnes qui étaient chinois, suédois. Elle a commencé comme une autre plateforme en 2011. Après, ils ont pivot à devenir Tantan. Et en 2015, en 2018, ils sont vendus pour 650 millions. Millions de dollars. Ah, oui, millions de dollars, ouais. Wow, ok. Après 300. Ok. Pas exactement après 300, mais c'est... Juste penser que, OK, parce que moi, j'habitais en Chine, je connaissais le marché vietnamien. Aussi, la culture en Chine et Vietnam sont assez proches. Et j'ai aussi vu que, OK, Chine est comme ça. Vietnam, ça va être... Vietnam est peut-être 7 ans après Chine dans certains domaines. Et c'est pour ça on fait une... Pas exactement comme ça, mais OK, on fait une application dating qui va être bien... Ça va être d'accord pour des femmes être sur cette application. On va ajouter des éléments qui sont particuliers pour le marché vietnamien, comme like Zodiac, personality test, parce que des femmes, surtout des femmes ici au Vietnam, adorent Zodiac. OK, les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque. Ouais. Mes copines ici me demandent souvent il est né quand, ou quelle date, tu sais, quelle heure, où exactement, parce que c'est différent ici. Okay. On a commencé avec ça. Oui, on a plus qu'1 million téléchargés après moins qu'1 an. OK. Donc, c'était bien. Ouais, l'application cartonne, en fait. Aujourd'hui, vous avez même plus de 2 millions de téléchargements. Vous avez levé même de l'argent. Vous avez levé 1,6 million à peu près, c'est ça? Oui. Et puis là, vous êtes en train de faire basculer. Là, tu parles de cette application de base de rencontre, faire rencontrer les gens, t'intègres et t'adaptes des éléments liés au marché vietnamien. Et aujourd'hui, tu es en train de faire évoluer ton modèle avec l'intégration de l'IA. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous intégrez ça? Oui. On a une feature qui s'appelle AI Find. Et mon but, toujours, était, je voulais vraiment individualiser le matchmaking process. Et maintenant, on a plusieurs des profils, on a beaucoup de data, surtout avec des data. Et si maintenant, on va le lancer on a version 1 maintenant, mais version 2 va lancer dans 2 semaines. Tu peux upload une photo. Si tu aimes, par exemple, si tu cherches une personne qui est comme moi, mais qui est un peu moins extroverte ou quelque chose, tu peux upload une photo sur moi. Ou peut-être tu aimes des femmes qui allaient comme Angelina Jolie ou, je sais pas, comme ton ex ou je sais pas. Si tu as un tip, parce que si tu utilises l'application dating, c'est beaucoup ciblé sur looks. Mais ça, c'est avec dating. Mais pourquoi alors, si tu as un type, parce que tout le monde, non pas tout le monde, ben, tu aimes bien ça ou tu n'aimes pas ça, OK, ça veut dire que pourquoi tu dois regarder des gens qui ne sont pas peut-être ça que tu aimes physiquement. D'accord. Ah oui, okay. Donc c'est en fait, toi, si demain tu aimes les blonds, les bruns, les roux, par exemple, tu mets une photo d'un quelqu'un qui est roux et ou brun, et ça te donne que des personnes qui sont bruns. Exactement. Okay. Mais aussi, tu peux écrire comment la personne doit être. D'accord. Et maintenant, on a des filtres comme, OK, moi, je suis ENTJ, ça, c'est mon personnalité. Donc, on peut choisir ENTJ, Maintenant, on va pouvoir écrire. Et je veux que, OK, pour moi, qu'elle soit OK, extroverte, jouer au tennis, parler 3 langues ou aime bien voyager, aime bien rugby ou je sais pas. Et après, tu peux tweak. C'est comme un bar. Tu peux, OK, je veux trouver des résultats plus basés sur looks ou plus sur personnalité. Okay. Après, tu trouves des gens. Et c'est pour ça, c'est très cool ça, parce que, bien sûr, si c'est quelque chose avec romantique, attraction est important. Et c'est pour ça que, tu peux uploader une photo. Mais si tu cherches un ami, parce que moi, par exemple, j'habitais en Russie, Thaïlande, Vietnam, partout dans le monde.
Toujours, je voulais bien trouver des amis, juste simplement comme ça. Et même maintenant, quand je suis une adulte, j'habite ici, même maintenant, je pense que toujours on cherche des personnes qui sont bien pour nous, comme des vrais amis. C'est pas très facile à trouver des personnes comme ça. Parce qu'on a, moi je suis très passionnée de ce sujet, mais on a, tu sais, médias sociaux, Oui. qui est juste, OK, c'est pour notre like, existing friends, existing contact network. Et maintenant, médias sociaux, ils nous rendent plus lonely, comme tout le monde sait. Mmh. On juste, OK, spy, OK, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est juste pour show off, un peu comme ça. Après, on a... Ce que tu montres de toi d'un point de vue digital et ce que tu es de toi dans la réalité, c'est sûr, c'est deux choses totalement différentes. Ouais, exactement. Tu peux faire comme... Tu fais un business sur médias sociaux, sur ton image. Ouais, c'est juste devenu plus comme un business. Ouais, moi, bien sûr, j'utilise médias sociaux, mais je peux pas montrer tout moi-même sur médias sociaux, juste comme ça. Donc, on a médias sociaux. Et après, on a aussi application dating. OK? Et le business model de toute application dating, c'est que tu veux que tes users soient célibataires le plus long que possible. Parce que s'ils trouvent ou elles trouvent son match, ils vont effacer l'application, oui? Mmh. C'est juste un peu comme ça. Et c'est pour ça que, bien sûr, tu peux trouver ta femme ou ton futur mari sur une application dating. C'est pas juste que c'est pas optimisé pour ça. C'est juste OK. que, oui, on peut rencontrer quelqu'un sur le métro, pas dans la rue. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et aussi, on cherche des gens selon nos caractères, like hard skills. OK, je parle ça, je peux blablabla. Mais on a rien du tout qui peut vraiment nous aider à trouver quelqu'un pour soft skills. On a des Facebook groups, OK, si tu veux trouver un ami, mais c'est pas vraiment là, très clair. Je me Mmh. rappelle quand j'habitais à Moscou, je connais personne. Et aussi des personnes qui habitaient à Moscou avant moi, ils m'ont dit que oh, c'est très difficile à trouver des amis en Russie. Et je pense que j'habitais en Russie pendant 2 ans. J'avais un ami. Et je pensais que wow, c'est crazy ça. Comment tu peux vivre dans son ami pendant 2 ans? Et juste décidé que moi, je vais devenir la première personne qui va vraiment avoir des amis russes. Parce qu'aussi en Russie, ils ont cette mentalité que tu peux avoir maximum 2-3 amis D'accord. et les autres sont des acquaintances. C'est OK. juste pour les 2-3 amis, tu peux vraiment mourir pour eux. C'est juste une autre mentalité. Ouais. Et c'est pour ça que j'habitais en Russie, j'utilisais Couchsurfing. Je me rappelle que moi, j'écris dans un forum que « Hello, moi je suis Denise, je suis juste aménagée ici, je juste cherche des amis. » Et moi, j'avais la chance parce que je trouvais des amis comme ça, mais c'est pas tout le monde qui sont assez crazy qui font comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est juste très cool parce que si tu penses à... C'est toi un business où people is everything. Et c'est pour ça, HR agency, etc., tu payes beaucoup d'argent juste pour trouver les meilleures personnes qui sont fit, compatibles avec ton entreprise. Tout à fait. Ouais, c'est juste comme ça. Tu peux utiliser LinkedIn, tu peux utiliser HR agency, etc. Mais comme tu sais, la personne qui on va passer, if you believe in that, ton futur mari ou femme, la personne qui va être le père de tes enfants, la mère de tes enfants, ça, c'est le choix le plus important dans la vie. Un de plus. Et maintenant, on a quoi? On a la même chose comme on a eu en 2012, parce que Tinder est sorti en 2012. Oui. Et c'est la même chose que mes copines célibataires utilisent à Stockholm maintenant. Et je pense juste que c'est un peu crazy maintenant, 2024, hein, qu'on a ça. Et le monde devient plus en plus lonely, beaucoup de problèmes dans le monde parce qu'on n'a pas, c'est pas juste avec copines ou copains, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des amis, Mmh. des personnes avec qui on peut parler. Et ce que tu dis sur les applications de rencontres, et donc explique-moi peut-être sur Fika, c'est quoi? C'est que les applications ne sont pas optimisées de façon à ce que tu trouves pas non plus exactement ta moitié, entre guillemets, parce que sinon tu supprimes l'app, c'est ça? Oui, bien sûr, tu peux trouver ton Oui, tu modèle. peux. Tu peux. Mais c'est moi, je suis le... Tu sais que Tinder, je pense qu'il a fait 1,6 billion de dollars revenus last year. Beaucoup de gens, c'est pas ça, mais Tinder est le 3e application plus profitable après TikTok et YouTube. C'est crazy, hein? Mmh. Parce que c'est une grande demande. Et ça marche bien, ça marche suffisamment bien. Et pourquoi tu dois... Si tu cherches sur Google, tu vas pouvoir trouver des histoires comme « Oh, cette fille, elle était parfaite pour moi, maintenant quelque chose s'est passé avec
je peux pas la trouver, que je sais pas exactement si c'est comme ça. C'est juste que si ton business model est que tu dois avoir quoi? Monthly active users, OK, qui payent. OK, pourquoi tu payes? La plupart des gens qui payent sur application dating sont des hommes. Parce que normalement, sur Tinder, c'est environ 25% ou 20% qui sont des femmes. Les autres sont des hommes. Et tu payes pour augmenter tes chances pour pouvoir connecter avec des gens. Donc, c'est comme un funnel. C'est comme, OK, tu peut-être, si tu es un homme, tu swipes right sur 114 personnes. Après, OK, peut-être 30 personnes like you back. Parce que c'est comme ça aussi que dans l'application dating, le top 20% des hommes obtient 80% de likes. Donc, ça veut dire que la plupart, c'est pas comme ils sont pas bien, c'est juste c'est les lois de Pareto, c'est le 80-20 qui s'applique aux rencontres également. Okay. Exactement. Donc, bien sûr, tu peux trouver quelqu'un, mais c'est juste ça que moi, j'ai compris aussi parce que moi, avant, quand j'ai commencé à Fika aussi, j'ai presque jamais utilisé d'application dating. Non, en fait, jamais. Je les utilisais, mais juste pour dans user research perspective. Mais je n'étais pas vraiment user d'une application dating. Et moi, je pense que ça, c'était une chose qui n'était pas trop bien, peut-être. Et après ça, j'ai devenu célibataire et j'ai commencé à utiliser l'application dating. Et ça, c'était le meilleur. Parce que moi, j'ai compris les problèmes. Parce que moi, je suis devenue une user d'application dating. Et c'est ça que j'ai compris aussi, que quand tu rencontres quelqu'un, qu'il y a 1000 défauts avec l'application dating, mais une chose, c'est que parfois, des gens pensent que je ne vais pas utiliser une application dating parce que je sens que c'est un peu pas très naturel et aussi, je ne sais pas qui est la personne. Et j'aime bien trouver quelqu'un dans in sports ou quelque chose comme ça. C'est juste ça que je pense que le setting ne doit pas être comme il est dans une application dating. C'est pour ça, avec Fika, ce n'est pas juste pour dating. C'est juste pour faire rencontre des gens qui pourraient être compatibles. Ouais, c'est avec ce système un peu de prompt qu'on peut retrouver dans les intelligences artificielles, le fait de décrire les personnalités de personnes que tu souhaites rencontrer, que tu arrives justement à sortir de ça et à configurer toi-même ton propre algorithme, donc ce que vous proposez. Ok. Ouais. Très intéressant. Il y a combien de personnes qui travaillent pour Fika aujourd'hui? Maintenant, nous sommes 12 personnes. Ok. Ouais. Principalement au Vietnam, Singapour aussi? Juste au Vietnam. Juste au Vietnam? Ouais. Ok. Comment tu as réussi à faire ta place sur le marché vietnamien? Tu parles d'applications comme Tinder, de concurrents chinois, etc. Qu'est-ce qui fait que Fika, selon toi, arrive à percer ici? Je pense que branding et marketing, mais branding est très important. Et en quoi vous avez plus de branding et de marketing que Tinder, qui est un monstre de marketing? On le fait juste mieux. Et je pense que c'est ça, c'est tu es une petite start-up et si tu es vraiment local. Parce qu'en fait, que Tinder avait aussi des gens ici au Vietnam. Mais c'est juste execution. Ça peut aller un peu arrogant de dire que tu dois juste être mieux, mais il faut vraiment être mieux. Parce que si tu dois te battre, parce que si tu es une start-up, n'importe quel endroit, tu dois juste, tu as un budget qui est plus petit. Qui est réduit. Donc, ouais, tu focuses vraiment et toute votre stratégie, en fait, elle est focus sur les utilisateurs du Vietnam. Ouais. Alors que Tinder, c'est plutôt la stratégie globale qui est ensuite appliquée et déclinée sur chaque pays. Ils sont focusés aussi beaucoup sur Vietnam. Et je pense que c'est ça que je peux voir maintenant. C'est juste que je dirais que notre produit, Fika, avant l'application, il est bien sûr mieux maintenant que quand on a commencé avec Fika. Mais je ne pense pas que c'était vraiment le produit. Mais c'est ça que tu dois attirer des gens. Et pourquoi les gens vont choisir toi et pas Tinder, Parce qu'avant ça, qu'ils achètent le produit ou le téléchargent, ils ne savent pas. Et c'est pour ça que c'est juste très important avec ton on dit branding, mais c'est quoi branding? Je pense que... Ta marque, c'est vraiment... Ta marque, ouais. Et juste, je pense que storytelling, et c'est exactement ça que tu fais. Parce que les gens s'intéressent pourquoi tu fais ça. Pourquoi c'est différent, pourquoi tu veux le faire. Et je pense que des personnes, ils ont envie de faire partie de quelque chose. Juste que, OK, pourquoi j'achète Coca-Cola et pourquoi j'achète pas Pepsi ou pourquoi je fais ça. Juste, c'est se dit quelque chose sur toi comme personne. Et c'est pour ça, branding est important. On a fait beaucoup de TikTok parce qu'avant, on a ciblé... Maintenant, on cible sur des gens qui sont
plus que 25 ans Mhm. qui peut parler anglais. Mais avant, c'était plus masse. C'était Gen Z, on a fait TikTok depuis le début. Moi, j'ai compris déjà quand je travaillais sur Oriflame que moi, je suis pas content creator, vraiment. Je peux faire certains contents, mais je ne suis pas content creator pour Gen Z. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et pour pouvoir le scale, pourquoi je ne peux pas les payer pour faire des vidéos? Après, je prends ces vidéos et on fait des ads. Parce que maintenant, on sait, surtout si tu veux cibler sur Gen Z, ils sont très sensibles avec, ils peuvent voir, non, ça c'est marketing, ça c'est une ad, parce que tu dois faire quelque chose qui est assez authentique. Et c'est pour ça TikTok a marché très bien pour nous. Et c'était vraiment le style que si on a essayé plusieurs de choses, et si quelqu'un a dit que hello, ça c'est Fika, télécharge-le, ça marchait pas du tout. Il fallait le meilleur ad était quand on dit pas quelque chose de Fika presque, juste on fait comme une vidéo normale qui allait comme c'est une vidéo normale, c'est pas une ad. Parce que ça vraiment on attire des gens. Après des gens pensent c'est quoi ça, après ils cliquent et download. Ok. Ouais. Tout basé sur le storytelling, et toi-même dans la façon dont tu expliques. Et c'est aussi la base de ton projet qui est, à part d'une rencontre personnelle, tu dis avec ta mère, et qui ensuite te donne l'idée de créer cette application pour faire se rencontrer les gens et connecter les gens entre eux. Aujourd'hui, Fika, quel est votre business model? C'est le même comme avant, mais on fait plus premium maintenant. Avant, on a fait ça. Donc, business model est membership, subscriptions. Ça veut dire que tu vends des choses qui n'existent pas. Ça, c'est comme des likes, comme pro function dans l'application. Maintenant, on a 2 memberships. Un est que tout est inclus. Tout comme tu peux utiliser AI Find. Parce que si tu es guest, c'est comme Spotify. Pas exactement comme Spotify, mais si tu es guest, tu peux utiliser AI Find juste une fois par jour. Mhm. Et si tu... OK, c'est comme LinkedIn. LinkedIn Premium, on peut dire. Presque. Et après, Fika Gold, ça veut dire que tu peux avoir tout. Je ne pense pas que tu dois faire des choses trop compliquées. Avant, on a fait aussi comme des autres versions, comme tu incluais ça. Maintenant, je suis OK, Fika Gold, tout, like, write to anyone, unlimited, use AI Find, unlimited, etc. Après, on a Fika Diamond. Et ça, c'est la même chose comme Fika Gold, mais aussi offline events. Parce que ça, c'est ça quelque chose que j'ai compris. Donc, tu crées des événements comme des événements networking. En fait, tu crées des événements réels aussi par l'application, où les gens se rencontrent dans la vraie vie, en fait. Je pense que ça est très important à pousser des gens à ces rencontres offline. Mais bien sûr, maintenant, on fait ça. On a un grand événement chaque mois. C'est comme plus un fun party. Et après, bien sûr, on peut faire networking ou plus comme ça. Parce que je pense que toujours, quand on a décidé où on va se rencontrer, etc., c'est très bien juste avoir on peut se voir vendredi parce que Fika a quelque chose. Mais c'est pas trop... On peut le scale, mais c'est pas 100% scalable. Mon idée, ça qu'on va mettre dans l'application dans quelques mois, c'est juste acheter Fika Sports. Et Fika Sports, c'est juste que c'est moi et toi, parce que nous sommes comme des amis au networking. OK, on se connecte sur Fika. OK, après, qu'est-ce qu'on va faire? OK, moi, je suis en fait végétarienne. Tu es peut-être pas très loin de moi. Oui, ça veut dire que c'est bien pour nous à se rencontrer ici où on habite, pas à Taoudien, à district à Ho Chi Minh. Et après, on fique à savoir que moi, je préfère ça, tu préfères ça. Juste suggeste un endroit pour nous. Après, on peut... Ok, Fika Spot, et ça, donc ça te prédétermine déjà des endroits de rencontre, tout simplement. Ça te sélectionne tu dis, c'est quoi, c'est des bars, cafés, tu dis, je veux prendre un verre, je veux aller manger au restaurant, il te présélectionne déjà des endroits où te rencontrer en matchant les endroits où vous allez tous les deux, quoi. Ouais, like decision making. Moi, je n'aime pas fashion beaucoup, mais je dois aller présentable. Donc, je toujours demande à ma copine, ma meilleure copine, qui sait tout de fashion, elle me connaît très bien. Je demande, OK, c'est quoi je vais acheter? Elle juste dit, OK, achète ça. Et je ne dois pas vérifier quelque chose parce que je sais qu'elle me connaît bien. Elle aussi connaît le marché. C'est ça qu'on veut. Ça veut dire que c'est fille qui a dit que, OK, hey Paul, on te connaît très bien, on te connaît avec cette personne là. Après, encore, si tu bookes chez nous, tu vas avoir un discount aussi. Juste clique ici et ça va être très bien. OK. Ouais. C'est ça dans le l'avenir. prochain projet qui arrive. OK, super.
Ouais, donc créer des partenariats avec des restaurants, des bars aussi, etc. Pour justement générer du Ouais, trafic. et des gens peuvent eux-mêmes faire ça. On va avoir toujours des offline experiences, mais c'est plus qualité que quantité. Mhm. Et je pense qu'on peut pas juste, on est une start-up, on peut pas juste chaque semaine avoir quelque chose avec qualité. Donc maintenant on fait ça une fois par mois. Peut-être on va commencer avec sport event, etc. Mais on veut vraiment que les gens vont. C'est comme une excuse pour les gens à se voir. Ceci est bien pour branding, pour montrer que, OK, Fika, c'est quoi, like, what do we stand for? OK, on veut que vraiment les gens, on peut connecter offline. Après, on peut, parce que si tu sais, on avait une pool party, en fait, il y a 2 semaines. Il y avait plusieurs de gens là-bas. C'est comme une birthday pool party. Tu as juste le temps à parler avec quelques gens, ouais. Après, on va, il y a beaucoup de monde ici qui est très cool. OK, où on peut connecter avec eux? Et c'est très bien, alors, c'est dans Fika, c'est tout le monde sont dans Fika. Tu veux juste ouvrir Fika. Après, OK, tout le monde était à la pool party. Après, tu peux connecter avec eux. Donc, tu peux connecter offline et online. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote de ton histoire d'entrepreneur? C'était en 2021 et j'en ai juste fait le press release. C'était Corona au Vietnam. Moi, j'étais en quarantaine. Et après, mon ami, il m'a connecté avec TV Hub. C'est le production company pour Shark Tank. Okay. Parce que moi, je voulais vraiment être dans Shark Tank. On était dans Shark Tank il y a 2 ans maintenant. Il y a la même émission en France qui s'appelle Qui veut être mon associé. C'est exactement les mêmes choses. Et donc, il y a 2 ans, c'est ça, vous êtes passé dans Shark Tank? Oui, mais ça, c'était cool avant ça. C'était que maintenant, on fait pas Shark Tank, mais on a un dating show. Peut-être on peut faire quelque chose. Et moi, je suis toujours une personne qui dit... moi, je suis plus une personne qui dit « let's go », que « ah non, je vais comme ça ». Ils ont dit que « OK, peut-être vous avez quelqu'un dans votre équipe qui peut être dans le show. Ça va être une femme qui va date 3 hommes juste en vietnamien tout. » Je dis à mon équipe « OK, quelqu'un peut le faire parce que c'est tout en vietnamien. » TV Hub, ils ont dit « non, mais on veut toi parce qu'il pourrait être intéressant. » Et moi, mon vietnamien n'est pas très... OK, maintenant, il est meilleur. Mais j'étais aussi stuck en Suède pendant 6 mois. Je n'ai pas parlé vietnamien du tout. Et moi, j'ai juste appris vietnamien quand je suis déménagée ici. Et moi, j'ai pensé, OK, I do it. J'étais dans une application, dans un show dating sur TV. Tout était en vietnamien. Et c'était, on peut trouver l'épisode en ligne. Après, ça s'est bien passé. Et ils ont dit que, like, we like your appearance. Ton paraître. Ton paraître, ouais. Et après, ils m'ont invité pour faire partie de 2 autres épisodes. Pas comme dating, mais ça, c'était plus horrible parce que c'était un show pour des étrangers qui peuvent parler vietnamien. Mais ça, c'était très difficile pour moi parce que ça, quand c'était le truc dating, c'était juste moi. Quand c'était l'autre programme, on était 6 personnes. Après, 2 celebrities, ou like un celebrity et un like MC. Et les autres personnes étaient vraiment like, comme des gens qui habitaient au Vietnam pendant 5 ans, 10 ans. Peut-être il était Caucasian ou pas asiatique. Et c'était moi, bien sûr, qui est asiatique. Mais mon vietnamien était le pire. Et c'est comme un juste fun programme, c'est un peu plus difficile. OK, donc à la base, tu postules pour Shark Tank, en fait, parce que tu n'avais pas encore créé Fika à ce moment-là? Si, Fika était déjà créé? Oui, je suis déjà créé. Donc, et en fait, ils voient ce que tu fais avec Fika et la chaîne de télé te dit « Ah, bah c'est super ce que tu fais » et tu te retrouves, en fait, dans une émission de dating. Donc, quelque part, en fait, ça te fait aussi la pub de ton app. Ouais. Mais je pense que... Oui, il faut juste... Saisir les go for it. opportunités, bien sûr. OK, ouais. Super. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Je pense que depuis le début, j'étais un peu trop... J'étais vraiment execution. Et c'est une balance qui est très difficile à trouver parce que tu dois exécuter parce que tu es une petite start-up. Aussi, on était venture-backed, ça veut dire que c'est vraiment que tu as des investisseurs aussi qui, OK, grow, etc. Et tu prends des décisions qui, in hindsight, right, everything is easy to understand. Mais moi, j'étais plus un peu trop dans l'execution. Je n'avais pas le temps juste pour take a step back. Ouais, recul. Et plutôt travailler sur la stratégie. Oui, exactement.
Et maintenant, aussi, Et qu'est-ce que tu as fait justement pour prendre du recul et pour travailler plus sur la stratégie et moins dans l'opérationnel de ta société? Je pense que maintenant, j'ai des chambres qui sont vraiment très bien. On a moins de personnes maintenant au FICA que dans une période, on avait 35 personnes, plus que le double que maintenant. Tu dois en tout cas prendre du temps pour managing des chambres, et ça prend du temps aussi. Aussi, des chambres sont le plus important dans une entreprise. Maintenant, je suis sûre qu'on est juste 12 personnes, mais c'est vraiment plus efficace qu'avant. Pourquoi vous êtes passé de 35 salariés à 12 salariés? C'était en 2021 et le marché était complètement différent. Et c'est juste que, OK, tout le monde a fait comme ça, comme hire beaucoup. Mes amis qui sont aussi avec ces entreprises, OK, hire beaucoup parce que ceci, quand tu habites au Vietnam, les salaires sont beaucoup plus bas qu'en Europe. Tu penses que tu fais l'erreur et tu penses que quelqu'un d'autre peut résoudre tes problèmes. OK, on ajoute une personne parce que ça coûte pas beaucoup. Mais en fait, c'est pas le vrai stratégie. C'est juste qu'on a juste hire un peu trop beaucoup. D'accord. On était aussi... En fait, tu dilues les problèmes et les compétences. Et là, tu as recentré en fait tes compétences à travers ces 12 personnes en qui tu as confiance et qui justement sont vraiment là pour l'entreprise et tu dilues pas les problèmes en fait. Ouais, exactement comme Ok. ça, ouais. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Ça, c'était de mon mentor, la personne qui a fait le service militaire avant moi. Il a dit juste, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois savoir quoi tu veux. OK, c'est pas très... Non, ce en que tu veux plus, faire exactement dans ta vie, ton why, ce qui t'anime, c'est ça? exactement. Ta passion. Ta passion. Et je me rappelle quand lui, comme mon mentor, quand j'avais 17 ans, 18 ans, et juste, pourquoi tu peux pas juste me dire c'est quoi qui est le meilleur à faire? L'optimized chose. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, oh, pourquoi de me dire, non, qu'est-ce que je veux? Je peux m'adapter. C'est de dire que ça, c'est le meilleur, je peux m'adapter. Mais il a toujours me demandé ça. Et après, c'était aussi quand j'ai pensé que, est-ce que je dois rentrer en Suède maintenant après Chine, après Russie? Et j'ai parlé avec lui, il a toujours dit que si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Et c'est juste maintenant, quand j'ai 33 ans, que je comprends un peu, oui, elle avait raison. C'était trop frustrant avant, qu'on ne m'a pas donné une direction, mais c'est vraiment juste nous-mêmes qui peuvent savoir. Et c'est la même chose dans le travail, relation, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que si tu ne prends pas le temps à te demander qu'est-ce que je veux, et c'est très difficile à savoir parce que OK, ça change chaque jour, ça peut changer chaque an. Mais si tu prends pas le temps, tu regardes des autres choses, OK, elle veut ça, il veut ça, c'est ça qui est bien à faire, mes parents ont ça. Comment tu vas pouvoir vivre ta vie pour toi-même? Et je pense que c'est ça dans une carrière aussi. Parce que c'est surtout si tu veux devenir, I guess, startup founder ou successful dans quelque chose. C'est juste hard work. Parfois, des gens me demandent, OK, comment tu as appris si langue? Moi, en fait, je suis juste grandi avec suédois. Je reçois aucun crédit pour pouvoir parler chinois ou vietnamien parce que les gens pensent que, OK, oui, tes à la base, parents, t'as appris ouais. juste le suédois. Non, ouais, exactement. C'est juste beaucoup, beaucoup de ça, travailler. Et c'est aucun shortcut, vraiment. Et si tu veux devenir mieux que les autres, c'est bien si tu es passionné de quelque chose. Parce que sinon, tu vas peut-être give up ou tu vas même pas commencer. Et c'est difficile à pouvoir trouver son passion. Et aussi, si tu veux devenir bien sûr quelque chose, bien sûr que tu vas aimer le faire, etc. Mais je pense que si tu vraiment demandes à toi-même, OK, moi, j'aime bien faire ça, et moi, je peux le faire mieux que les autres. Et je peux continuer à le faire chaque jour. Ça, si tu trouves ça, tu peux devenir mieux que les autres. Tu peux vraiment vivre une vie qui, moi, selon moi, ne doit pas être juste travailler et juste vivre. Et je pense que c'est important à faire ça parce que si on dort 8 heures par nuit et tu travailles 8 heures par jour, OK, ton travail est assez important. Bien sûr, après, tu peux en tout cas choisir est-ce que je vais prendre ce chemin parce que c'est un grand risque ou est-ce que je vais faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, toujours savoir pourquoi on fait quelque chose. Understand what you want. Quel est ton indispensable? Moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre, ça peut être un podcast, ça peut être une activité
que tu as besoin de faire ou que tu as besoin de lire en permanence et qui t'accompagne dans ta vie? Je pense que c'est mon téléphone. C'est mon téléphone parce que je peux vraiment mélanger ma vie et mon travail. C'est comme ça. Et dans mon téléphone, bien sûr, j'ai des applications comme... j'aime bien écouter des podcasts, par exemple. Dans le téléphone, mon téléphone m'aide avec ça, apprendre des choses, contacter des gens, etc. Bien sûr, mon application est dans son téléphone. Oui, bien sûr. Donc, je suis comme ça. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué et que tu souhaites me recommander? Maintenant, j'écoute pour la deuxième fois 100 Million Offers de Alex Hormozi. Ils sont des entrepreneurs des États-Unis. Je peux vraiment recommander à les suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Sur Instagram, Denise Sandquist, ou LinkedIn, c'est la même. Super. Bah écoute, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Ok, merci. Merci beaucoup, Denise. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, Paul. Partager ce moment. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.